Alors, nous allons démarrer cette journée avec un programme assez incroyable, un programme que je rêvais depuis très longtemps de faire et qu'on a déjà débuté en Corse, c'est-à-dire de faire une présentation de tout le travail du professeur Yvette Paresse, qui nous a fait un legs absolument incroyable avec tout son savoir africain qu'elle a translaté dans le savoir européen avec les plantes européennes, et une association avec une personne comme Yvonne Pahu qui va nous parler, elle, de tout un savoir-faire, du côté vraiment pratico-pratique de l'utilisation des plantes, qui peut aller bien sûr disons des capacités thérapeutiques jusqu'aux capacités nutritives. Et c'est vrai qu'en tradition chinoise, on disait toujours que le premier médecin de la famille était celui qui cuisinait. Et ça, c'est extrêmement important de le rappeler, parce que nous sommes ce que nous mangeons. Et qu'aujourd'hui, se pose énormément le problème de la qualité de l'alimentation. Et que finalement, les plantes sauvages qui ont gardé ce contact avec la terre vivante, sans aucune aide de l'homme, ont ces capacités de nous apporter les nutriments qui sont tellement nécessaires à notre équilibre de vie. Donc, je vais commencer cette journée en remerciant infiniment ceux qui nous accueillent, en particulier Monica Zetline qui nous a prêté cet endroit juste magnifique et qui pour moi est une consécration à l'art et à la médecine, parce que là j'étais au Kunsthaus à Zurich avec l'IRCM il y a très peu de temps, c'était il y a 15 jours, et pour une sublime conférence entre art, médecine et l'application en oncologie. Et je dois avouer que de rester dans cette vibration où l'art est partout autour de nous est quelque chose qui me nourrit et qui me paraît essentiel maintenant pour aider la nouvelle médecine à avancer, à émerger. Et c'est vrai que nous sommes ne sommes pas très nombreux aujourd'hui, mais pour moi c'est extrêmement important d'ancrer cette décision, cette volonté de faire avancer la médecine. Et donc merci à tous nos participants. Voilà, et aussi merci à Lucie Hubert d'être là, à Yvonne Pahu, et également je voudrais remercier Shima Sazegari de nous avoir aidés dans le montage de cette journée. En tout cas, là maintenant, je vais entrer dans le vif du sujet et vous parler d'une femme exceptionnelle qui était le professeur Yvette Paresse, qui a fait ses études de microbiologie des sols à l'Institut Pasteur de Paris et de Lyon, et qui, passionné par l'Afrique, est partie donc dans les années 60 à Dakar avec le poste de professeur de microbiologie. Et passionnée qu'elle était, elle a découvert avec une technique particulière évidemment, comment des bactéries pouvaient isoler l'or des latérites. Donc c'était à l'époque une énorme découverte qui a passionné la NASA, qui a passionné les Russes aujourd'hui aussi. Et donc cette femme d'exception, à un moment donné, a décidé de s'intéresser à la microbiologie humaine, et pour cela, elle a commencé des études de médecine, donc un peu sur le tard. Elle a fait ses 6 ans de médecine à Dakar, et ensuite, quand elle a eu fini, on lui a demandé d'étudier la lèpre. Donc, évidemment, ce n'est pas un sujet très simple. À l'époque, la lèpre était une maladie très mal connue, mais qui ravageait l'Afrique de l'Ouest et bien d'autres pays dans le monde. Et Yvette donc a accepté ce challenge en se donnant 2 ans. Elle s'est donné 2 ans pour arriver à cultiver le bacille de la lèpre, et elle y est arrivée très facilement, justement avec la connaissance qu'elle avait de la microbiologie des sols. C'est-à-dire qu'elle a utilisé
finalement des cultures en milieu pauvre comme la paraffine, et elle a réussi à cultiver le bacille de la lèpre. À l'époque, c'était une grande première, personne n'avait réussi à le faire avant. Et évidemment, elle a suscité beaucoup de jalousie. Enfin, dans le livre, nous racontons toute cette épopée. Et Yvette, à partir du moment où elle a pu cultiver le bacille de la lèpre, elle a pu faire ce qu'on appelle des antibiogrammes. Et elle ne s'est pas gênée de les faire, donc elle a testé tous les antibiotiques qui à l'époque étaient donnés pour traiter la lèpre versus les plantes africaines traditionnellement réputées pour soigner la lèpre. Et là, elle s'est aperçue que les plantes avaient de bien meilleurs résultats. Donc, elle a commencé à s'intéresser de très près à cette phytothérapie africaine. Elle a testé également d'autres cultures de bactéries, staphylocoque, streptocoque, Klebsiella, etc., toujours avec la même façon de faire, c'est-à-dire choisir les antibiotiques occidentaux qui étaient réputés thérapeutiques et les plantes africaines traditionnelles réputées thérapeutiques dans ces mêmes infections. Et chaque fois, c'était la même chose. Les plantes avaient des meilleurs résultats que les antibiotiques. Donc là, elle a pris son courage à deux mains et elle a demandé à être formée à la phytothérapie traditionnelle africaine. Et donc, elle a rencontré un très vieux maître qui était le docteur Dadi Diallo, qui avait 88 ans. Enfin, je dis docteur, c'est des maîtres en brousse, ils n'ont pas de titre. Ils sont médecins, praticiens, si vous voulez, de père en fils, où ils ont des personnes qui viennent se former. Ils ont des écoles avec des élèves, des étudiants qui suivent leur pas, comme c'est le cas en médecine traditionnelle chinoise, exactement la même chose. Et donc, Yvette a eu cette chance de rencontrer un des plus vieux maîtres de la tradition Peul. On va en reparler tout à l'heure, mais les Peuls sont des nomades qui ont traversé à une période ancienne toute l'Afrique d'est en ouest et également du nord au sud. Et donc, les Peuls qui sont au Sénégal aujourd'hui sont des détenteurs, si vous voulez, de savoirs extrêmement anciens et qui recouvrent tout ce territoire. Donc Yvette a accès à cet enseignement. Elle part en brousse avec Dadi Diallo dans des conditions des fois extrêmement dures qu'elle rapporte en disant qu'il pouvait rester des heures sous le soleil de la brousse sans boire ni manger pour ramasser les plantes, car effectivement, en Afrique, on n'apprend pas les plantes dans une école, dans une université, on les apprend sur le terrain. C'est tout ce que va vous raconter Lucie Hubert, avec qui nous avons eu la chance, donc on a rencontré Yvette Parès dans les années 2008-2009. Nous avons eu la chance inouïe de suivre son enseignement à une époque où elle avait fait donc cette translation pendant 4 ans. Elle a passé son temps à retranscrire toutes les formules qu'elle avait apprises auprès de ses maîtres africains. Elle a passé donc 4 ans à retranscrire toutes ces recettes, toutes ces recettes de plantes dans la tradition européenne avec des plantes européennes. Donc ça, c'est un immense cadeau parce qu'effectivement, on peut considérer que l'Europe a perdu ses savoirs à l'époque de l'Inquisition, où des milliers, pour ne pas dire des millions de personnes qui avaient cette connaissance des plantes ont été traitées de sorciers, ont été accusés de sorcellerie parce qu'ils avaient ces pratiques, et avec eux, tous les savoirs sont partis en fumée, c'est le cas de le dire.
Et donc, nous étions en Europe, en tout cas pauvres, appauvris par cette perte de savoir. Et grâce à tout ce travail de translation qu'a fait Yvette, nous avons, je dirais, récupéré une certaine compréhension de la synergie des plantes, car effectivement, les formules qui sont utilisées en Afrique et maintenant en Europe avec ces formules n'ont rien à voir avec la façon dont on a utilisé les plantes en Europe pendant des siècles. Voilà. Ça, c'est une chose très très importante que je voulais donc vous indiquer en introduction. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Oui, si, encore une chose très intéressante, c'est que Yvette Paresse, au cours de ses études de médecine, n'appréciait pas finalement la médecine occidentale. Elle la trouvait finalement très pauvre. Je dirais presque que j'ai fait le même constat qu'elle, parce que faire 8 années de médecine pour finalement, au final, voir en 2 mois la pratique, et pour moi c'est une pauvreté. Finalement, les médecins sortent aujourd'hui de leurs études de médecine avec très peu de possibilités thérapeutiques. Et donc, pour moi, c'est extrêmement important de retrouver cette possibilité, cette palette de soins que nous a offert Yvette à travers cette compréhension de l'utilisation des plantes. Et elle, donc, à travers toute cette démarche, a finalement créé avec Dadi Diallo le premier hôpital intégratif en Afrique, puisque dès lors qu'elle a posé la première pierre de l'hôpital de Kermassar, qui après est devenu un énorme hôpital où il pouvait accueillir 250 personnes, il y avait 250 lits, il y avait tout de suite un afflux d'autres thérapeutes, de praticiens africains qui sont venus du Sénégal et de bien d'autres pays pour finalement faire de cette expérience de l'hôpital de Kermassar une expérience incroyable, jamais vue, de médecine intégrative avec des capacités multiples, aussi bien de traiter d'autres pathologies infectieuses, mais aussi dans la psychiatrie, dans les maladies, tout ce qui était aussi suivi de la grossesse, la gynécologie, les pathologies aussi cancéreuses, et puis plus tard le sida. Voilà, en introduction. Maintenant, je vais passer la parole à Lucie, qui va nous parler de toute cette expérience qu'elle a eue avec les Maasai. Oui, merci Béatrice. Alors c'est vrai, comme Béatrice le disait tout à l'heure, en fait, j'ai une aventure assez extraordinaire avec les Maasai. Les Maasai, c'est un petit peu les cousins des Peuls. C'est un peuple donc qui descend du nord. On ne sait pas exactement leur origine, mais on dit qu'ils descendent du Nil. C'était les pharaons nubiens. En tout cas, ils sont très fiers de le dire. Et alors, une partie de ce peuple nomade qui avait des vaches avec des cornes magnifiques est allée en ouest de l'Afrique, à l'ouest de l'Afrique, et une autre partie est descendue vers le sud, en Éthiopie, au Kenya, en Tanzanie. Donc les Maasai, c'est un peuple d'1 million de personnes en ce moment, entre le sud du Kenya et le nord de la Tanzanie. Et j'ai eu la chance de rencontrer un homme qu'on appelle un ancien, d'une 60aine d'années, qui a été élevé selon la tradition Maasai, donc avec tous les rituels d'initiation, il y en a 9, et qui a pu aller dans les écoles, les universités américaines, anglaises et aux Pays-Bas. Et il est revenu dans son pays, il a fondé une ONG pour faire de l'aide d'urgence. Et puis son dernier projet, je l'ai rencontré à Paris parce qu'il faisait une conférence sur les Maasai. On avait un ami commun, Xavier Perron, qui est un ancien professeur de la Sorbonne spécialisé Maasai en France. Et donc je l'ai hébergé 2 fois et au bout de la 2e fois, il m'a demandé de l'aider à documenter la culture Maasai à travers les plantes. Donc je suis partie là-bas, c'était vraiment l'aventure. Ils habitent en pleine brousse. C'est un peu la brousse, la savane où a été Yvette Paresse, je pense.
Et pendant 5 ans, je n'ai pas vécu 5 ans, mais je suis allée régulièrement. J'ai emmené ma fille, qui est historienne, mais qui a fait les photographies. Et Kenny Matempage, donc ce Maasai, a emmené son fils, Kone, qui déjà avait perdu un peu la connaissance, enfin qui ne connaissait plus les plantes. Parce que cette connaissance se transmet de manière orale chez les Maasai. Donc elle était en train de se perdre totalement. C'est une connaissance millénaire. Kenny Matempage et ses pairs, donc toutes les personnes qui ont le même âge environ, ils évoluent par classe d'âge, connaissent 500 plantes, au moins, avec toutes leurs propriétés médicinales, comestibles, rituels, vétérinaires, tout ce qu'on fait avec les plantes en fait, puisqu'ils vivent avec les plantes. Donc il était très important de mettre ça sur papier. On en a recueilli 130, les plus importantes. Pour moi, ça a été une aventure très, 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 très spéciale, bien sûr. Et ce qui est très important à savoir, chez les Maasai, tout le monde connaît les plantes. Donc, ça commence dès le plus jeune âge. Les petits bergers vont dans la savane avec leurs chèvres et leurs moutons. Et ils partent le matin, ils boivent leur bol de lait caillé, ils partent le matin. Ils sont généralement accompagnés ou d'un aîné ou d'un ancien qui leur montre les plantes, les racines, les tubercules. Donc ils se nourrissent de plantes toute la journée. Ils reviennent le soir à 6 heures au coucher du soleil et ils boivent leur lait caillé. Voilà. Donc après, les petites filles apprennent de leur mère, parce qu'autour de chaque case, disons, ce sont des bomas, il y a des buissons, beaucoup d'acacias, et les femmes connaissent toutes les plantes pour soigner les maux quotidiens. Donc les petites filles apprennent avec leur mère. À côté de ça, il y a des personnes, des guérisseurs qui ont un don spécial ou une connaissance ou qui ont une envie particulière de connaître les plantes et souvent qui ont été choisis par un ancien pour continuer cette connaissance, donc par un oncle ou par leur père ou leur grand-père. Et c'est souvent des analphabètes, souvent qui ne parlent que Maasai, donc j'avais un traducteur ou Kenny ou un autre traducteur, et qui connaissent et qui peuvent soigner à peu près toutes les maladies, sauf certaines maladies qui sont des maladies qu'on appelle spirituelles, la dépression, des maladies dont on ne connaît pas vraiment l'origine, mais qui peuvent être dues à une origine qu'ils disent spirituelle. Et donc ils ont des guérisseurs qu'on appelle des guérisseurs spirituels ou des oloiboni. Et nous avons rencontré donc Mokombo, qui est leur grand chef spirituel en fait, et qui est aussi un guérisseur. Et l'apprentissage donc se fait toujours dans la savane. L'apprentissage se fait comme chez les Peuls avec Yvette Paré, c'est-à-dire, étant donné que c'est une tradition orale, il n'y a rien d'écrit. La langue ma n'a pas été écrite. On commence maintenant à trouver quelques petits livres d'enfants, mais en fait le livre que j'ai écrit, je n'ai fait que transmettre leur savoir. C'est un livre, c'est leur savoir qui m'ont transmis, que j'ai écrit. J'ai aussi beaucoup de films, de photos, bien sûr. Et je me rappelle quand ils m'épelaient le nom, on essayait d'écrire le nom des plantes. Et le nom des plantes, pour être épelé, il peut être épelé de façon différente. Aussi, les consonnes sont écrites de manière différente. Donc, c'était quand même assez extraordinaire à faire. Donc, la transmission se fait de manière orale. Et il y a des sortes de camps de survie. Ce sont des jeunes qui doivent avoir entre 16 ans et 20 ans. Et ce sont généralement ceux-là qu'on voit dans les jolis livres qu'on montre sur les Maasai. Ce sont leurs grands guerriers magnifiques avec des tresses, voilà, ils sont toujours habillés en rouge, bien sûr. Et ceux-là font des camps, ce sont des genres de camps de survie, ce qu'on pourrait appeler des camps de survie chez nous, où ils sont emmenés dans la savane pendant plusieurs mois, entre 1 mois et 3 ou 4 mois, et ils doivent vivre avec quelques bœufs. Donc ils se nourrissent uniquement de lait et de viande et de plantes sauvages. Donc
ils sont avec des aînés qui leur apprennent les plantes sauvages. Et là, ils apprennent toutes les qualités, si vous voulez, d'abord pour devenir un homme, donc la connaissance aussi des femmes, mais la connaissance comment ce sont aussi des guerriers donc, qui protègent leur peuple. C'est pour ça que les Maasai n'ont jamais été envahis par d'autres ethnies. Au contraire, ils ont protégé des ethnies pendant l'invasion anglaise. En fait, ils ont été repoussés. Ils étaient sur les hauts plateaux du Kenya. C'était des plateaux extrêmement fertiles. Et c'est les Anglais qui les ont repoussés dans les zones arides. Donc, ils n'ont pu être chassés, si vous voulez, que par les balles anglaises, pas par les autres peuples d'Afrique. Et ce sont des guerriers magnifiques qui n'ont peur de rien, d'ailleurs qui chassaient le lion autrefois. Et donc dans ces camps de survie, ils apprennent comment cueillir la plante, comment la faire sécher, comment la préparer, les posologies. Et tout ça est fait d'une certaine manière. Parce qu'il faut savoir que les Maasai, comme les Peuls, je crois, ont un dieu unique qui s'appelle Enkai, qui est à la fois mâle et femelle. Ce Dieu unique, ce n'est pas un Dieu abstrait qui est lointain, c'est un Dieu qui imprègne toute chose. C'est un petit peu, tous les Maasai se sentent comme un enfant avec le cordon ombilical qui est relié à la mère. Et c'est ce cordon ombilical qui les relie à Enkai. Et comme Enkai, l'esprit d'Enkai imprègne toute chose, du plus petit brin d'herbe jusqu'au plus gros éléphant, jusqu'à leur être même, ils ont un respect énorme pour la nature. Ils sont très reliés au cosmos, ils sont très reliés à la Terre. Ce sont vraiment des hommes debout. Et ils disent, les Occidentaux pensent qu'on est beau à cause de nos habits, mais c'est parce qu'on est entre le ciel et la terre. On est entre Enkai et la terre qui fait partie intégrante d'eux. Donc ils sentent ce lien. Et c'était très, très... D'ailleurs, quand on va en pays Maasai, on voit toujours... on a été, donc avec ma fille, je vous montrerai des photos après, on a été dans des régions où ils n'avaient pas vu d'occidentaux pratiquement. On a été dans une forêt où je crois il y a eu une équipe d'Américains qui est venue il y a une quinzaine d'années. Et puis, je suis rentrée avec ma fille. Donc, on a été quand même extrêmement privilégiés de voir des endroits extrêmement cachés. Et je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, d'ailleurs. Je vous parlais de... Donc, ce lien avec la nature est très, très, très important. Non seulement ils ont le respect ils ont le respect des plantes parce qu'ils ne cueilleront jamais plus de plantes qu'ils en ont besoin pour soigner. Enfin, il y a toute une manière de respecter la plante, de respecter la nature. D'ailleurs, les Maasai, c'est grâce à eux que la faune en Afrique de l'Est est restée aussi riche. Quand on a voulu chasser les Maasai de ces grands parcs animaliers, eh bien, la population des lions diminuait, la population des gazelles diminuait. Donc, ils ont réussi à protéger leur forêt sacrée, qui est la forêt de l'Oïta. Jusqu'à maintenant, ils sont allés jusqu'à l'UNESCO pour pouvoir la protéger. Et c'est extrêmement important parce que c'est une richesse incroyable du point de vue de la flore. Alors, ce qui est très important aussi de savoir, c'est comment ils soignent. Parce que ce sont des personnes, souvent analphabètes, les guérisseurs ont une intuition énorme, puisqu'ils sont tellement reliés à la terre. Et quand ils vont dans la forêt, ils disent qu'ils ont la certitude qu'ils vont trouver la plante qui va guérir leur patient. Quand ils donnent la plante au patient, ils ont la certitude que cette plante va guérir ce patient et le patient doit avoir la foi de guérir. Donc il y a tout un système de foi, si vous voulez, qui fait qu'ils peuvent ainsi soigner de manière très efficace. Alors,
il faut savoir que pratiquement tous les Maasai se soignent avec les plantes. Les maladies, ce sont surtout des maladies du système digestif. Donc, ils ont une manière de se soigner qui est aussi tout à fait spéciale, c'est qu'ils font des soupes, ce qu'on appelle des soupes d'herbes ou des bouillons d'herbes. Ce sont des marmites, j'en ai bu plusieurs fois, donc c'est une marmite qu'on met sur le feu. Ils vont chercher des racines et des écorces, environ 5 ou 6, avec des propriétés très spéciales de guérison. Ils les font bouillir dans la marmite pendant au moins une demi-heure, 3/4 d'heure, une décoction bien serrée. Ils enlèvent les racines et les écorces, ils mettent des abats de viande ou de la viande elle-même, mais aussi des abats du cœur, des poumons, et chaque morceau de viande est très caractéristique et donné à une certaine population, femmes enceintes, enfin tout ça est très codifié, très structuré. Ils font bouillir à nouveau la viande juste pour donner cette... la viande est importante pour donner cette énergie. Et après, ils enlèvent la viande. Et après, ils ont un bâton qu'on appelle l'olkipéré, qui est un bâton comme ça, enfin un bâton avec une flèche. Ils mettent ce bâton entre leurs mains et ils vont tourner comme ça pendant 1/4 d'heure, 20 minutes pour dynamiser cette préparation. Et après, ils la boivent. Nous, on en buvait tous les week-ends. Et c'est une préparation qui a un goût un petit peu amer, parce que ce sont des plantes amères, donc pour le système digestif, un petit peu douceâtre aussi, c'était pas forcément, il fallait s'habituer au goût, mais ça, quand vous la buvez, vous sentez une énergie, une chaleur dans votre corps, et en fait ce sont des préparations préventives. C'est-à-dire qu'ils en boivent très régulièrement pour se prémunir pour protéger leur système digestif, tout le système aussi urinaire, pour avoir de l'énergie, c'est antiparasitaire, parce qu'il y a beaucoup de plantes antiparasitaires, ils ont beaucoup de problèmes de parasites. Voilà. Donc ces soupes sont extrêmement importantes. Alors, à côté de ça, je ne sais pas si j'ai le temps encore de passer. D'accord. Donc c'est 9 rituels de passage. À chaque rituel, ces rituels vont de la naissance à la mort. Et à chaque rituel, les plantes sont employées pour ces rituels. Donc ils emploient les plantes d'arbres sacrés ou des plantes sacrées. Donc ils ont 3 arbres qui sont sacrés. Il y en a un qui est magnifique, qui s'appelle l'Oreteti. C'est d'ailleurs le titre du livre qui a été écrit. Et c'est le figuier banyan en fait de Bouddha, mais la version africaine. C'est un arbre gigantesque qui donne des racines aériennes et qui se retombent vers le sol, et en fait il grandit en largeur. Et cet Oreteti, cet arbre, on n'a pas le droit de le couper, bien sûr. Les Maasai disent que quand on coupe l'Oreteti, d'abord il saigne et il pleure, il crie même. Donc c'est un arbre qu'on ne touche pas. C'est l'arbre sous lequel Mokombo, donc le guide spirituel du pays Maasai, qui habite dans la forêt de Loita, il a son Oreteti sous lequel il va pour recevoir les messages pour la guidance de son peuple. Donc c'est un arbre qui est relié au ciel. D'ailleurs, c'est dans la légende de la création du monde chez les Maasai, l'Oreteti a une place primordiale. Vous avez aussi l'Oloiren. L'Oloiren, c'est l'olivier africain qui donne des olives mais qu'on ne mange pas. Mais c'est un arbre qui a de nombreuses propriétés médicinales, et c'est aussi un arbre qui sent extrêmement bon. Donc les Maasai qui sont avides de beauté, qui aiment même les hommes, qui aiment se parer, généralement ils font brûler l'Oloiren et ils s'en mettent sous les bras quand ils veulent avoir une belle. Enfin, ils aiment le parfum de l'Oloiren. Et il y en a un autre arbre qui s'appelle l'Oseki, qui est l'arbre de la paix. C'est un arbre dont quand on s'est fait violence avec quelqu'un, on se dispute avec quelqu'un et qu'on veut faire la paix,
on va cueillir une branche d'oseki, on la met entre la personne à qui on a fait du tort et soi-même, et on dit, veux-tu accepter la paix avec cette branche d'oseki? Donc c'est aussi un de leurs arbres sacrés. Et à côté de ça, ils ont tous les grands acacias de leur savane, qui sont magnifiques. Il y a l'Oltepesi, qui est cet immense acacia, Umbrella Acacia. Et tous ces acacias ont des propriétés comestibles, donc ils les mangent, ils mangent les fruits, des propriétés vétérinaires et médicinales, bien sûr. Voilà ce que j'avais un petit peu à dire. Il y a une chose très importante, je voudrais juste vous lire. On a rencontré plusieurs guérisseurs, donc, dont on a fait des films, qu'on a interviewé et qu'on a filmé. Et je voudrais juste vous lire deux passages que j'ai traduits en français, puisque tout le livre est en anglais, bien sûr, que je trouve très importantes et qui sont peut-être, après je te reverrai. Alors, Salaon dit, lorsque je vais dans la forêt, j'ai la certitude absolue que je vais trouver les plantes médicinales dont j'ai besoin pour soigner le patient. Je suis convaincu que les plantes que je vais trouver vont le guérir. J'ai la ferme conviction que quel que soit ce que la nature va me donner, cela guérira mon patient. Et Sironka Olepere, ce n'est pas ma connaissance qui me donne la possibilité de guérir mes patients, c'est le pouvoir de l'esprit. Le pouvoir d'Enkai me guide à chaque pas. Lorsque je vais dans la forêt, j'y vais seul, mais en fait je ne suis pas seul, je suis accompagné de l'esprit des plantes qui est l'esprit d'Enkai. Il y a une connexion entre les plantes et moi-même. Cette connexion spirituelle vient d'Enkai. Voilà. Encore une dernière chose, pour eux, ils m'ont dit à plusieurs reprises, le plus important en fait, le signe que vous êtes relié au divin et le plus important quand vous êtes malade, c'est de retrouver la joie. Ils mettent la joie au premier plan de la joie de vivre, donc au premier plan de la guérison. Donc on va passer rapidement une 50aine de photos que j'ai choisies. Donc juste, voilà, les endroits où on a été, c'était près d'Amboseli, à l'entrée du parc d'Amboseli. On peut continuer, je te dirai. Alors ça, ce sont des jeunes Maasai. Ils ont tous des bâtons, et chaque bâton est fait dans un bois différent, très codifié selon leur âge et selon leur stade d'initiation. Alors donc c'est Kenny Matempa chez moi-même, donc en pays Maasai. Voilà, girafe. On a été aussi dans des parcs animaliers, enfin comment on appelle ça, oui, des grandes réserves. Voilà, c'est ce qu'on voit quand on est sur les pistes. Ce sont des pistes, on a fait quand même plusieurs milliers de kilomètres sur des pistes très inconfortables. Et c'est ce qu'on voit très, très régulièrement, donc de jeunes Maasai avec des troupeaux de chèvres. Ça, c'est près de la forêt de Loïta. À nouveau, des jeunes Maasai, ça avec des vaches. Alors les vaches pour les Maasai, c'est sacré. C'est un peu comme les Indiens en Inde, oui. Le problème de l'eau est très récurrent, des sécheresses énormes c'est très grave justement pour la disparition de la faune, de la flore. Enfin, il y a beaucoup de menaces, je ne vous en ai pas parlé, mais quand il y a une réserve d'eau comme ça, c'est très précieux. Et donc, ils font la queue, les troupeaux font la queue pour... il y a plusieurs troupeaux après, celui-là va remonter, il y en a un autre qui va descendre. Voilà ma fille qui a pris les photos. Voilà, alors ça c'est un Oltepesi, c'est un vieux Maasai avec une chemise européenne, c'est très amusant, parfois ils se mettent... Kenny était toujours en Europe à faire ses conférences en bel habit Maasai et sur le terrain il a la chemise européenne. Alors c'est l'Olkipere, voilà, c'est le bâton avec la petite flèche, et donc il dynamise la préparation. Voilà. Donc vous voyez les écorces. À côté, après ils ont bouilli la viande et ils ont mélangé. Parfois ils enlèvent les écorces et ils mettent la viande. Donc c'est une autre manière de le faire. Et ils mélangent les deux. Voilà, les écorces ou les racines qu'ils vont chercher dans la forêt.
Alors lui, c'est Sironka Olepere, c'est un grand guérisseur. Il guérit même les cancers de la peau. Il y a des gens qui viennent de l'Occident. Et on l'a interrogé dans sa petite hutte de terre. Et ça, c'était son neveu qui va reprendre le flambeau, je pense. Ça, c'est une femme une femme qu'on a rencontrée et qui goûte un fruit. Voilà, des enfants qui goûtent les mêmes fruits. En fait, je prenais des notes, Kenny parlait ou d'autres anciens parlaient, ou des femmes, on a interviewé des femmes, des enfants, et je prenais des notes et ma fille prenait des photos. Voilà, ça c'est la sœur de Kenny. C'est un poireau sauvage, donc elle montre comment... Elles sont habillées comme ça tout le temps, c'est vraiment des reines. Elles sont habillées comme des reines, analphabètes. Alors lui, c'est aussi un grand guérisseur. Il est aveugle. On est resté une journée avec lui. Je ne sais pas exactement ce qu'il fait là, mais il montrait aussi, il faisait des dessins dans le sable pour montrer comment il guérissait. C'était très, très étonnant, très beau. Voilà, j'étais dans ça avec ça. Ils ont plusieurs femmes, hein, ils sont polygames encore. Il y a une de ces femmes, ses enfants, ils ont beaucoup d'enfants. Et voilà, on était sous un acacia. Et j'avais le traducteur en face de moi qui me traduisait tout ce qu'il disait, parce qu'il ne parle que Maasai, bien sûr. Ouais. Alors, c'est Charles Saitabo, c'est l'unique botaniste Maasai pour le moment. Il a été jusqu'à l'UNESCO pour défendre la forêt de l'Oïta, avec sa femme. Donc c'est dans la forêt de l'Oïta, enfin à côté, dans un des espaces ouverts de la forêt de l'Oïta. Et grâce à lui, on a eu... Ce qui a été très compliqué pour moi, si vous voulez, c'est que j'avais tous ces noms Maasai. Heureusement, il y a eu... j'ai pu, grâce à lui, il y a quelques recherches qui ont été faites avant nous. Il y a eu deux équipes. Il y a eu lui et une équipe de l'UNESCO, mais des Maasai, et une équipe suédoise. Ils ont écrit des livres sur la flore Maasai, mais c'était dans un but, des livres de botanie, si vous voulez. C'était pas la culture à travers les plantes. C'était vraiment... Et donc, grâce à lui, j'ai pu avoir quelques noms anglais. Ça a été très compliqué après pour avoir des noms anglais. Je me suis référée à des flores de l'Afrique de l'Ouest aussi. Parce que les arbres, les acacias, c'est un peu les mêmes flores. Hein. Oui. En fait, c'est presque au même niveau. Donc, c'est Charles Saitabo. Alors, c'est sa femme dans sa hutte. Vous voyez, on se baisse. C'est très enfumé. Il y a un espace pour les petits moutons, les petites bêtes, les petits moutons, les petites chèvres. Et à côté, tout de suite, vous avez là où ils vivent. Il y a toujours un feu. Et là, ils vous accueillent avec le thé. Et autrefois, c'était des thés de plantes, bien sûr, de plantes sauvages. Maintenant, c'est le thé anglais avec beaucoup de sucre. Donc ça change. Oui. La nourriture change. Voilà, c'est des jeunes femmes Maasai de la famille de Charles Saitabo. Ça, c'est les plaines du Masai Mara, je crois. Mm-hmm. Ouais. Voilà encore un petit garçon. Alors là, c'est à l'Oïta. Tu peux passer. Oui, une petite fille qui mange des fruits. Tous les enfants connaissent, enfin encore beaucoup hein, quand même. Surtout dans la forêt de l'Oïta, c'est très traditionnel. Ils se soignent encore complètement avec les plantes. Il y a de plus en plus de petites cliniques quand on va vers Nairobi pour soigner les maladies émergentes, le sida, le diabète. Ils n'ont pas d'Yvette Paresse. Ou alors je ne les ai pas rencontrés. Ouais. Voilà une plante, quelques photos de plantes. C'est la main de Kenny avec une plante. Ça, c'est des gommes. Parce que c'est des chewing-gums, enfin c'est la gomme des acacias. Mm-hmm. Voilà, c'est des acacias aussi, des fleurs d'acacia. Ouais. C'est la savane. Ça, c'était chez Kenny, sur ces terres.
la forêt de Loïta, des éléphants, parce qu'on en a vu aussi. Ouais. L'olgoumi, c'est des fruits que les singes adorent, donc il faut se dépêcher quand ils sont mûrs. Les Maasai adorent ces fruits aussi. Et voilà, l'oreteti. Oui. Alors c'est mon combo, dans sa case, avec un de ses fils aînés ou son fils aîné, à qui il va transmettre ça. Et puis Kenny Matempa. C'est toujours très sombre, donc prendre des photos, c'est pas facile. C'est un homme extraordinaire. Voilà, marché Maasai. Ils vendent leurs bêtes. Alors là, ils vendent des plantes médicinales. C'est souvent, ce ne sont pas des Maasai et ils prennent les plantes et parfois ils en prennent trop pour les vendre parce qu'ils ont besoin d'argent. Et donc c'est aussi un des dangers qui menace un peu la flore du pays Maasai. Voilà, 3 femmes je crois qu'on peut s'arrêter là, 3 femmes qui vont au marché. Ils ont des tissus extraordinaires. Hein. C'est des natures blanches, j'imagine. Alors non, plus. Ah non? Non. Même leurs bijoux, c'est des perles qui sont faites à l'extérieur. Autrefois, c'était tout avec les plantes, mais ça a disparu. Ce sont des nomades et ils bougent encore beaucoup, de moins en moins parce qu'ils ont été... on leur a donné des territoires spéciaux, on a mis des barrières autour, mais c'est pareil, leurs bijoux autrefois, j'en ai vu certains des vieux, c'était des perles, enfin des fruits, des petits fruits rouges, oui. Maintenant, plus maintenant. Voilà, merci. Magnifique. Magnifique. Donc, moi, voilà, c'était très important pour moi que Lucie puisse vous présenter tout le travail qu'elle a fait, parce que pour écrire ce livre sur Yvette Paresse, en fait, nous avons rencontré Yvette en 2008-2009, et puis Yvette, un jour, m'a appelée en me disant « Béatrice, il faut que vous veniez chercher des valises de documents. Je vous donne tout ce que j'ai écrit et c'est vous qui allez publier ce savoir. » Et donc, moi, je me suis retrouvée avec ça chez moi et en me disant « Bon, c'est compliqué parce que c'était des milliers et des milliers de recettes. Et lesquels choisir, ça me paraissait un travail au-delà de mes capacités. Et comme j'avais rencontré Lucie lors de nos sessions avec Yvette Paresse, je l'ai appelée. Et ça tombait très bien. En fait, en plus, elle était en pleine dans la rédaction de son livre sur les Maasai. Et ça a été absolument fabuleux. Donc on a mis à peu près 2 ans à passer en revue, puis à cibler à peu près ce qu'on allait choisir comme sujet. Et en fait, on a choisi 3. C'était la maladie de Lyme, le cancer et le sida. Pourquoi? Parce que Yvette avait fait un énorme travail sur le sida. Et elle avait fait non seulement les thérapeutiques antivirales par rapport à cette pathologie-là, mais en plus elle avait fait tout un glossaire pour traiter toutes les pathologies à côté du sida, que ce soit les problèmes dermatologiques, les problèmes intestinaux, les problèmes de baisse immunitaire, enfin tout ce que rencontraient les sidaïques. Et pour elle, effectivement, le sida n'était pas une maladie, comme on le disait en Occident, uniquement liée à un virus. Et là-dessus, c'était magnifique parce que professeur Montagnier a partagé le même avis qu'elle. En fait, au départ, professeur Montagnier est le découvreur du virus du sida. Il a eu donc le prix Nobel en 2008 pour ses travaux.
mais il a exposé après l'idée que de toute façon le virus du sida seul n'était pas suffisant pour déclencher cette pathologie terrible qu'on appelle d'ailleurs un syndrome d'immunodéficience humaine. Et donc ce syndrome d'immunodéficience, il était lié bien sûr au virus, mais à d'autres bactéries. Et donc là, on a commencé à voir aussi cet aspect de polyinfection où effectivement ce n'est pas qu'un virus, mais c'est un terrain qui est déjà très abîmé par des bactéries, par des parasites, par des candidoses chroniques. Et là, effectivement, il y a un terrain qui va favoriser le développement de cette pathologie. En tout cas, c'était extrêmement intéressant de voir la richesse de tout ce que nous a transmis Yvette. Et donc, avec Lucie, nous avons passé en revue chaque formule, sélectionné celles qui étaient les plus faciles, parce que comme vous avez vu, Yvette, elle parlait de marmite africaine, hein, exactement comme ce qu'on vient de voir. Donc c'était des soupes, c'était des mixtures où il y avait à la fois des écorces. C'est ça qui fait d'ailleurs toute l'originalité de ces préparations, c'est qu'il y a des écorces de plantes et que ces écorces de plantes, d'arbres, sont à recueillir avec beaucoup de précautions pour ne pas abîmer l'arbre. Mais après, ces écorces, effectivement, on va les utiliser d'une certaine façon, peut-être on reviendra là-dessus tout à l'heure, et ces écorces donnent une dynamique particulière, une force particulière à la préparation de plantes. Et donc il fallait revoir, si vous voulez, toutes ces posologies, les adapter, et c'est tout ce travail qu'on a fait avec Lucie pendant 2 ans, c'est un énorme travail. Et là-dessus, le savoir de Lucie par rapport aux plantes africaines et le savoir d'Yvette avec Dadi Diallo, on a permis effectivement de faire émerger, si vous voulez, une connaissance qui, quelque part, moi aujourd'hui, me transporte de joie parce que, effectivement, toutes ces formules ont une capacité thérapeutique extraordinaire. Et là, merci Yvette, merci d'avoir fait tout ce travail et d'avoir pu le rendre transmissible finalement. Alors moi, ce que je voulais voir avec vous aussi, c'était tout ce passage avec l'hôpital. C'est vrai que Yvette a su à un moment donné, avec l'aide du président de la République du Sénégal, qui était Léopold Sédar Senghor, elle a su finalement incarner cette médecine, celle qu'elle voulait vraiment faire émerger, avec Dadi Diallo, en créant cet hôpital. Donc il y a eu toute une épopée autour de la création de cet hôpital, parce qu'effectivement, la lèpre en Afrique, les villageois n'aiment pas se retrouver avec un centre de lépreux au milieu de leur village, donc ils étaient régulièrement chassés, jusqu'à ce qu'ils arrivent en plein milieu de la brousse, donc à Kermassa, où elle a petit à petit édifié cet hôpital qui, à l'époque du plein essor, avait un hôpital de 250 lits, ce qui est quand même énorme, avec effectivement un hôpital avec des petites cases qui étaient plus spécifiquement pour traiter d'autres pathologies, puisqu'après, des thérapeutes ont afflué d'un peu partout vers cet hôpital de Kermassa et ont créé chacun une petite hutte où il y avait des traitements particuliers, que ce soit, comme je vous disais tout à l'heure, la gynécologie, la psychiatrie, les pathologies particulières comme la lèpre, des pathologies comme le sida, des pathologies comme la syphilis, des parasitoses, et puis aussi, il y en avait qui étaient spécialisés dans les morsures de serpents, etc. Les problèmes d'asthme, voilà. Donc en tout cas, il y avait non seulement l'hôpital, il y avait une pharmacie qu'ils ont créée,
Et cette pharmacie, ensuite, a pu se multiplier parce qu'en fait, c'était à un moment donné difficile de gérer tout l'afflux des gens qui arrivaient pour faire soigner leur lèpre. Donc, ils ont décidé de faire des petites pharmacies dans les villages de lépreux qui existaient pour que les gens n'affluent pas tous en même temps. Et donc, cette façon de soigner a été finalement, s'est répandue dans tout le Sénégal. Et aujourd'hui, on peut considérer qu'il n'y a plus de lèpre. Et c'est vrai que quand Yvette Paresse est décédée, j'ai rencontré le chef des lépreux à Dakar qui m'a dit, écoutez, il faut absolument continuer à fabriquer les traitements pour la lèpre parce que nous avons terriblement peur que cette maladie revienne si on ne continue pas à faire les traitements de prévention. Donc Yvette a vraiment complètement sorti le Sénégal et l'Afrique de l'Ouest, on peut dire, de la lèpre. C'est étonnant de voir qu'aujourd'hui d'autres pays continuent à avoir cette pathologie, comme au Japon par exemple. Et donc Yvette disait, bon, bah, ça fera son chemin, et puis chaque pays où il y a de la lèpre aura ses applications avec ses plantes, ça va faire école petit à petit. En tout cas, elle avait une vision de la médecine qui était complètement différente finalement de la vision occidentale, mais avec un esprit d'ouverture, c'est-à-dire finalement l'important c'est la rencontre des médecines. Il n'y a pas une médecine qui a raison, toutes sont bonnes, toutes ont des choses à apporter, et il n'y a aucune raison de mettre en avant une seule médecine comme la médecine occidentale, avec, je dirais, presque un totalitarisme chimique et une fermeture sur les possibilités thérapeutiques, en particulier par les plantes, par l'homéopathie. Enfin, nous allons voir ça toute la journée. Et donc, moi, ce qui me paraissait important au contact de cette compréhension, c'est d'élargir encore, parce que à un moment donné, l'hôpital de Kermansar, ce n'était pas qu'un hôpital, c'était une école. C'est-à-dire qu'en fait, elle avait en plus créé une école pour les enfants de lépreux qui n'avaient pas le droit d'être scolarisés. Et donc là, il y avait cette volonté vraiment d'apporter le savoir à tous ces enfants qui effectivement ont grandi et que j'ai pu rencontrer et qui me disaient tous, bah, grâce à Yvette, j'ai pu faire des études de médecine, j'ai pu faire des études de droit, j'ai pu être ministre, enfin bref, ils étaient tous extrêmement reconnaissants. Et Yvette avait aussi eu l'idée de créer un jardin botanique, puisque au fur et à mesure que la banlieue de Dakar rejoignait la brousse, finalement ils se sont retrouvés au milieu des immeubles, des maisons, et ils ont vite créé ce jardin botanique où ils peuvent trouver en toute saison les plantes dont ils ont besoin, mais qui leur servent également de jardin d'enseignement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'hôpital de Kermansar reçoit des étudiants du monde entier. Là, actuellement, à Kermansar, j'ai des patients qui sont partis là-bas pour remercier Djibril Ba des traitements qu'ils ont reçus. Il y a également des étudiants qui restent et à qui on apprend effectivement les bases de cette médecine africaine, les plantes, etc. Et le jardin botanique sert également d'enseignement pour les enfants de l'école qui existe toujours, qui n'est plus une école réservée aux enfants de lépreux, mais avec toute cette banlieue de Dakar qui est là, il y a plein d'enfants qui viennent dans cette école qui a une excellente réputation. Donc les jardins, voilà, ça a été un petit peu ma quête à partir de là. Et j'ai eu la chance de rencontrer Emmanuel Nossa en Martinique, qui lui a passé beaucoup de sa vie à Cuba et qui a déclenché un mouvement que je trouve très intéressant qui s'appelle les jardins de survie,
où finalement ils ont répertorié toutes les plantes médicinales en capacité de soigner toutes les pathologies dermatologiques, mais aussi ophtalmiques, mais aussi intestinales, psychiatriques, etc., pour finalement créer ce qu'ils appellent des jardins de survie pour le cas où l'accès aux médicaments ne puisse plus se faire. Alors évidemment, on se dit toujours, bon, bah, nous on est en Europe, ça risque pas de nous arriver, et bien au contraire, je dirais presque, j'ai eu une très grande surprise quand je suis rentrée cet été, de voir qu'à un moment donné, ça faisait la une du journal 20 minutes qui disait effectivement, en Suisse actuellement, il manque 660 médicaments. C'est pas rien, plus de 600 médicaments. Alors, les raisons étaient que beaucoup de médicaments n'étaient plus aussi intéressants au niveau commercialisation, mais enfin, quelque part, ça justifie, je dirais, l'intérêt qu'on peut avoir de créer des jardins de plantes médicinales autour de chez soi. Moi, j'avais pensé à des petites unités de thérapie où il y aurait la possibilité d'avoir un jardin avec des plantes médicinales. Et c'est vrai que ce savoir-là, il est donc soutenu dans des pays comme la Martinique, la Guadeloupe, mais enfin c'est tout le pourtour caribéen, parce que cette façon de faire est promue par ce qu'on appelle le TRAMIL, qui est une association de tous ces pays du pourtour caribéen qui promouvoient leurs plantes, leur savoir de plantes, et qui le partagent. Et moi, je trouve ça juste extraordinaire. Et c'est exactement la même dynamique que j'ai rencontrée quand j'allais à Hawaï, avec la possibilité de relancer des jardins thérapeutiques, mais là pour finalement chaque maison, chaque personne qui avait une pathologie, par exemple de l'hypertension ou du diabète, la possibilité d'avoir dans son jardin les plantes qui peuvent être utilisées de façon fraîche dans la cuisine et être proposées à titre thérapeutique. Et ça, c'est un savoir-faire qui a toujours existé à Hawaï, donc qui utilise ces plantes fraîches, et ils faisaient des grandes réunions qui s'appelaient les Healing Garden Festival. Les Healing Garden Festival étaient la réunion de savoir-faire autour donc des plantes. Il y avait à la fois les thérapeutes qui les utilisaient, les ethnobotanistes qui les connaissaient, qui en connaissaient toutes les capacités, les pharmaciens évidemment, les jardiniers qui savaient comment les cultiver et en particulier les adapter à différents types de jardins, altitude ou bord de mer. Et puis les artistes aussi et les professeurs des écoles qui avaient effectivement intérêt à faire connaître les plantes aux enfants de façon à ce que ce savoir-faire qui s'était perdu soit à nouveau réinscrit dans les connaissances, un peu comme ce que racontait Lucie par rapport aux Maasai. Donc en fait, on voit tout autour de la Terre actuellement une préoccupation de revenir à la connaissance des plantes médicinales, mais bien plus que ça, d'en faire quelque chose de dynamique au service des communautés et de pouvoir l'enseigner aux jeunes générations et de pouvoir l'intégrer dans un quotidien, que ce soit à travers un jardin, à travers une utilisation commune et connue et répertoriée de savoir-faire médicinaux. Donc ça, c'était quelque chose qui, moi, me tenait beaucoup à cœur de présenter. Et c'est vrai que ces connaissances de plantes, Lucie parlait de ces thérapeutes qui vont dans la savane et qui savent quelles plantes ils vont choisir pour traiter
telle personne, c'est un petit peu pareil en Amérique du Sud, dans les Andes, cette espèce de savoir-faire. Ils partent quand quelqu'un est malade, soit c'est le malade lui-même, soit quelqu'un de sa famille qui part dans les Andes. Ils appellent ça retrouver les chemins de la Pachamama, et qui vont le long des sentiers trouver des plantes qui poussent en bordure du chemin pour pouvoir les utiliser en décoction ou vraiment les avoir dans la main, les porter sur eux, dormir près de ces plantes, surveiller comment va la montagne, comment elle leur parle, faire des petites colonnes de pierre, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui sont des cairns, voilà. Mais ça, c'est un autre nom dans cette montagne des Andes. En tout cas, il y a ce contact absolument nécessaire avec la terre-mère, avec la Pachamama, et cette communication qui se fait, ce transfert d'informations qui peut venir aussi des oiseaux, des vols des condors, etc. Et en tout cas, les gens peuvent rester des heures, des jours dans cette nature pour y retrouver leur santé. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est extrêmement important. Et je pense, en vous parlant, à Ernst Zürcher, qui emmène les gens dans la forêt et qui dit ce contact avec la forêt, on appelle ça sylvestrithérapie maintenant, c'est venu du Japon, mais il y a une reconnexion possible avec ce monde des arbres qui forment finalement une communauté, qui ont quelque part un savoir-faire de communauté, de vivre ensemble. Et ça, c'est, je trouve, extrêmement intéressant de relier notre culture, notre civilisation, que je sens très déracinée actuellement, vers ces compréhensions et ces connexions qui, pour moi, viennent de peuples premiers, viennent de peuples racines, mais qui, quelque part, ont vraiment une connexion avec la Terre, ont vraiment un respect de la Terre. Parce qu'aujourd'hui, on nous abreuve de taxes carbone et de culpabilité, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ce qu'il faut, c'est retrouver cette connexion à la Terre. Je te passe la parole. Oui, alors justement, je voulais juste j'ai emmené pendant plusieurs années des personnes dans la forêt, dans les champs, dans les bois, à la rencontre des plantes médicinales et comestibles. En fait, j'ai fait des études à l'Académie de naturopathie de Hilversum, c'est aux Pays-Bas, où je me suis spécialisée homéopathie et phytothérapie. Et je me rappelle les premiers cours de phytothérapie, on était sur des bancs, je pense que c'est comme l'université, c'est-à-dire qu'on vous apprend une plante de manière très abstraite avec les principes actifs. Et il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas de film, donc on ne connaissait pas la plante. Et je sais que c'est des études qui ont duré quand même assez longtemps et ça m'a beaucoup frustrée. Donc quand je suis rentrée en France, j'ai cherché tout de suite quelqu'un qui pouvait m'emmener dans la nature. Donc j'ai rencontré François Coupland et j'ai fait son école d'ethnobotanique appliquée pendant 2 ans. Et donc il nous emmène dans la nature. Lui, c'est plutôt les plantes comestibles. Mais je crois qu'on a besoin d'un guide pour faire le pas de cette connaissance abstraite, pour pouvoir vraiment reprendre le contact avec la plante, pour pouvoir vraiment, avant d'avoir son nom et de ses principes actifs, de pouvoir la regarder, de pouvoir la toucher, de pouvoir la sentir, de pouvoir même la goûter quand elle est comestible. Il faut faire très attention, bien sûr, parce que dans ces formations, on apprend d'abord toujours les plantes toxiques, parce que quand la plante est toxique, vous ne pouvez pas la goûter, bien sûr, et surtout quand vous êtes avec des enfants. Mais une fois que vous commencez à
connaître les plantes, mais c'est une plante, c'est un langage, c'est presque comme du chinois. Au début, on se dit, mais c'est pas vrai, on n'y arrivera jamais. Ça fait 7 fois que je vois cette plante, je ne sais plus comment elle s'appelle. Peu importe, c'est un peu une connaissance en spirale. À chaque fois, on approfondit. Alors moi, ce que j'ai fait dès le début, j'ai fait un herbier des plantes autour de chez moi. J'ai commencé par les plantes qui poussaient devant ma porte. Les petites plantes, hein, et c'est incroyable la richesse. Hein, dans un petit carré d'herbe, vous trouvez du plantain, du pissenlit, de la pâquerette, de la ficaire. Enfin, vous trouvez une dizaine de plantes. Au début, c'était tout vert et maintenant, vous voyez tout. Ça se dévoile, donc vous les prenez. Moi, je les collais de manière tout à fait artisanale avec du scotch. Je les faisais un peu sécher dans du papier journal. Et j'avais un cahier autour de chez moi, dans ma campagne picarde. J'avais acheté un cahier de 30 pages. Et bien, j'en ai 7 cahiers maintenant. Donc, il y a au moins 250 plantes déjà, juste autour de chez moi. Et à chaque fois que je trouve une application, comment la faire, ou que je lis un livre parce que j'ai pas mal de flore, j'écris, donc j'approfondis ma connaissance. Et après, bon, j'ai commencé à la transmettre comme ça, donc on approfondit aussi en transmettant. Et puis j'ai introduit des plantes chez moi. Par exemple, j'avais pas d'aquilée, donc j'ai mis de l'aquilée qui est là. Enfin, plusieurs plantes. J'ai introduit aussi des petits fraisiers, parce que les fraises des bois, j'ai introduit des framboisiers sauvages. Et donc, j'ai mon petit jardin médicinal. Et j'ai plein de tisanes, hein, comme chez toi, Monica. Je fais sécher mes plantes, j'ai des bocaux entiers de tisanes. Et c'est une vraie joie. De travailler avec les plantes, c'est une vraie joie. Et quand les gens venaient chez moi, ils venaient souvent de Paris, et on cuisinait aussi ensemble, on faisait des tisanes ensemble, et ils repartaient à Paris avec leur sac parisien, avec des grands bouquets d'orties, des grands bouquets de pissenlit qui sortaient des sacs, et beaucoup de plaisir. Donc ça peut être, c'est quelque chose de très pratique que chacun peut faire. Voilà. Alors pour cueillir les plantes quand même, il faut faire attention parce que c'est vrai que la campagne picarde, il y a encore beaucoup d'intrants, beaucoup de pesticides. Il faut faire très attention, on les cueille. Et on le voit tout de suite, hein, on le sent. Quand il n'y a que de l'herbe, ce n'est pas la peine. C'est-à-dire et il faut aller dans des endroits un peu reculés. On ne cueille que des petites quantités, ce dont on a besoin. Je me rappelle avoir cueilli des quantités d'ail des ours parce que j'étais tellement enthousiaste. Et puis on gâche. Et donc, on apprend à vraiment accueillir un petit peu et à utiliser ce qu'on a cueilli. Et puis après, on apprend à faire les médicaments. Enfin, les médicaments. Moi, je fais mes teintures, je fais mes huiles. Et c'est beaucoup, beaucoup de plaisir. Je suis dans ma cuisine avec mes marmites. Oui, ça, c'est l'artémisia. Et alors, il y a plusieurs sortes. J'essaye. Donc, il y a de la teinture, il y a de l'alcoolature, vous pouvez prendre la plante sèche avec l'alcool à 40 degrés ou la plante fraîche avec l'alcool à 90 degrés. Donc la table de ma cuisine est parfois encombrée de pots, mais j'ai beaucoup de plaisir. Et finalement, je dois dire que ça plaît aux gens, les gens qui viennent chez moi. Je n'ai pas de cabinet, mais je les conseille et ils me prennent une bouteille. Voilà. De l'huile d'hélicryse, par exemple. On peut tout faire chez soi, beaucoup de choses on peut faire chez soi. Et c'est avec plaisir et on transmet ce plaisir aux gens autour de soi. Voilà. Parfait. Ce que je voulais dire. Alors, donc, ce qui me paraissait important aujourd'hui, parce que donc vous êtes là et que le livre, c'est vrai que quand on l'ouvre, il y a énormément de recettes et en particulier donc, des recettes sur des pathologies lourdes hein, comme le cancer. Et donc avec Lucie, nous avons sélectionné quelques plantes, quelques tisanes, alors qu'il y en avait des centaines. D'accord ? Donc c'est sûr que là, on est en train de faire un deuxième livre qui va être consacré aux pathologies pulmonaires, parce qu'effectivement, avec toute cette traversée du Covid,
on s'est dit que quand même, il fallait donner de la ressource. Donc là, on a énormément on est en train de travailler sur la sélection de ces tisanes-là. On a fait, j'ai voulu aussi parler de tout ce qui était fièvre, parce qu'on est des fois confronté à des très fortes fièvres et que les gens ils prennent tous du Doliprane, mais le Doliprane à des doses énormes, c'est très toxique. Donc le paracétamol est en France la première cause de pathologie hépatique grave et la première cause de greffe du foie, on l'oublie quand même. Donc moi ça me paraissait très important de donner des recettes par rapport à ces états fébriles qui aussi chez les enfants, il y a des solutions très simples. Donc on fera cet après-midi un atelier tisane autour de l'utilisation des plantes. On vous montrera, des fois, ça paraît très compliqué quand on voit par exemple la décoction, infusion, macération, la première tisane donc qu'elle donne. Alors c'est très intéressant parce qu'elle donne l'indication cancer-virus. Donc il y a une double indication. On sait que les virus sont souvent mis en cause dans l'apparition de cancer. Hein, donc on est tous très très choqués par le nombre de cancers qui sont en train d'apparaître en post-Covid, donc post-vaccination. Donc on est quand même devant une problématique là qu'il faut essayer de contrecarrer. Alors, quand vous voyez effectivement la complexité, vous vous dites « oh, ça, je ne vais jamais y arriver ». Et puis en fait, non, pas du tout, c'est très simple. Donc il y a les écorces. Les écorces, donc je prends cette première recette, il y a le chêne, le bouleau et le peuplier. Et vous verrez qu'il y a une dizaine d'écorces différentes parce qu'elles ont des vertus différentes. Hein. Donc elles peuvent avoir des actions vraiment... Yvette nous disait qu'elles avaient une action de booster le système immunitaire. C'est ça qui fait la puissance thérapeutique des tisanes, c'est la possibilité d'utiliser des écorces avec cette tradition africaine que vous avez vue. Lucie vous a montré les photos, donc on fait ce recueil d'écorces. Des fois, on les met un peu brutes en copeaux, des fois elles sont en poudre. C'est vrai qu'à Kermassar, il est passé en poudre, donc on met vraiment une pincée de cette poudre d'écorce. Et quand vous verrez tout à l'heure, quand on préparera les tisanes, c'est vraiment des pincées, c'est pas une poignée, c'est vraiment une pincée qu'on met et on laisse bouillir et après on rajoute les plantes. Alors les plantes, effectivement, le bocal 2, vous voyez qu'il y a 10 grammes de fleurs de centaurée, 40 grammes d'écorce d'épine vinesse, etc. Et c'est des toutes petites quantités. Hein. Donc effectivement, quand nous, on a eu les recettes d'Yvette, c'était des marmites. Donc il a fallu qu'on retranscrive tout pour des petites quantités pour 1 litre. Et donc là, vous avez ces petites plantes, ces petites quantités de plantes, et quand vous les mélangez, donc après vous avez ce bocal 2, et là vous allez prendre 9 pincées. Donc là encore, c'est des petites quantités. Hein, donc, et là, vous allez avoir une préparation d'une puissance incroyable. Et moi, je voulais vraiment vous parler de ça, parce que moi, j'ai fait des études de médecine chinoise, et effectivement, la phytothérapie chinoise, hein, donc quand j'étudiais la phytothérapie chinoise, on me disait toujours, mais vous, vos plantes européennes n'ont pas la même capacité de traiter, puisque finalement, il y a eu l'ère glaciaire, énormément de plantes ont été détruites, sauf qu'en fait, si vous voulez, on a simplement
perdu le savoir-faire de pouvoir utiliser ces synergies de plantes, parce que c'est ça qui est extrêmement important. C'est des synergies de plantes. C'est la possibilité de les associer en petite quantité, comme on fait en tradition chinoise. Vous allez voir un thérapeute, il va vous faire des préparations qui sont pour chaque personne différente. Et c'est ce que disait Yvette. Yvette, quand on l'a rencontrée, elle nous disait, bon, moi, quand j'étais en Afrique, j'avais mon patient en face de moi, j'avais toutes mes plantes en tas, et je faisais la tisane, je préparais, je prenais, je mettais tant de grammes, tant de trucs, mais elle le faisait, je dirais, comme tous les thérapeutes africains le font, comme tous les thérapeutes chinois ou d'Amérique du Sud le font. Nous, si vous voulez, elle nous a transmis ces formules. C'est vrai qu'on les utilise avec déjà tout ce grammage très particulier qui est vraiment qu'elle nous a donné. Et franchement, on les a donnés, bien sûr, vous imaginez bien que ça fait 5 ans qu'on travaille, même plus. On a effectivement toute la capacité de dire que ces tisanes marchent très très bien. Et en plus, elle nous a donné tout le savoir-faire avec, c'est-à-dire qu'en fait la tisane est un élément du traitement. Mais il y a aussi les vinaigres thérapeutiques, les huiles antivirales par exemple, les eaux miraculeuses. Donc les eaux miraculeuses, ils les utilisent beaucoup en Afrique. Et donc, eau miraculeuse, vous allez rajouter une cuillère à café d'une eau miraculeuse spécifique de la pathologie que vous allez ajouter dans le thé ou la tisane et que vous allez rajouter donc matin et soir. Les quantités à boire, ce n'est pas des grandes quantités, ce n'est pas des mugs, c'est des petites tasses, c'est comme des verres à thé comme on utilise partout en Afrique du Nord, les verres à thé pour boire le thé à la menthe par exemple, c'est des petites quantités. Et les plantes, des fois, sont même pas macérées. Il y a des préparations où elle utilise juste, on verse l'eau bouillante sur la plante, on laisse infuser quelques secondes et vous la buvez. Et on se dit, mais enfin, c'est à peine infusé. Mais ça, la puissance de la plante, elle est intacte et on a exactement les éléments qu'on veut et qui sont thérapeutiques. C'est tout ce savoir-faire, si vous voulez, qui, quelque part, n'existe plus en France. On n'entend plus parler des vinaigres médicinaux. Tout à l'heure, Yvonne Pahu va nous parler du vinaigre des 4 voleurs. Ce vinaigre est arrivé jusqu'à nous à travers toute cette extinction des savoirs parce qu'il a permis à des voleurs de rentrer dans les maisons où il y avait des gens qui étaient décédés de la peste et de prendre tout ce qu'ils avaient. Si vous voulez, ce vinaigre des 4 voleurs, il est arrivé jusqu'à nous par ce biais incroyable. Donc on a cette connaissance des plantes. On sait qu'il y a eu cette période, je dirais cet âge d'or de la phytothérapie avec Hildegard de Bingen, tous ces savoirs médiévaux, mais qui, à un moment donné, comme je vous disais tout à l'heure, sont partis en fumée. Et c'est vrai que quand des grands thérapeutes, on avait invité à un moment donné Lewis Melmadrona, qui était un medicine man cheyenne, je crois, ou Navarro, et on l'avait invité dans une conférence organisée par Anne de Constantin à Paris et la fondation Denis Guichard. Et en plein milieu de sa conférence, à un moment donné, il nous dit « Mais enfin, moi je ne comprends pas comment les Européens ont pu perdre tout leur savoir. Vous avez tout perdu, vous ne savez plus rien des plantes, de la façon de les utiliser. » Et puis à un moment donné, on a l'impression qu'il est complètement en channeling et il nous dit « Ah bah si, maintenant je comprends. Vous avez brûlé tous ceux qui savaient, tous ceux qui avaient la connaissance. » Et là, j'ai eu la chair de poule, je me suis dit « Mais bien sûr, il a raison, mais bien sûr. »
Donc, si vous voulez, c'est pour ça qu'il ne faut pas penser. Et alors, c'est là où réside le génie d'Yvette et de Dadi Diallo. C'est qu'à un moment donné, Yvette disait à Dadi Diallo, bah oui, mais l'Europe, on n'a pas toutes ces plantes, tous ces savoirs que vous avez en Afrique. Et il lui a dit, mais pas du tout, faites donc venir des plantes européennes, je vais vous montrer tout le contraire. Et donc, elle a fait venir des plantes européennes, et Dadi lui a dit, oui, alors celle-ci, celle-là, 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 vous allez voir, on va faire une préparation, ça va traiter tous les problèmes dermatologiques des lépreux. Les lépreux, vous imaginez les problèmes dermatologiques des lépreux. Eh bien, ils ont fait une préparation qui, donc moi j'appelle la formule aux 1000 vertus, qui effectivement a traité de la même façon que les plantes africaines la lèpre. Donc il ne faut pas du tout imaginer que les plantes européennes ont que de petites qualités, comme par exemple la verveine ou le tilleul pour mieux dormir. Voilà, des trucs vraiment, ce qu'on appelait les plantes de bonne femme, les remèdes de bonne femme. Moi, ça m'a toujours fait rire. Les remèdes de bonne femme, en fait, quand vous savez ce que ça veut dire, ça vient du latin bona fama, ça voulait dire les remèdes de bonne renommée. Donc en fait, on voit bien qu'il y avait tout ce savoir en Europe qui a été littéralement détruit. Et là, on a la capacité, effectivement, de renouer avec cette connaissance, cette compréhension, cette utilisation. Et c'est vrai que maintenant qu'on sait le potentiel de l'eau, si vous voulez, l'eau, pour moi, plus j'avance dans cette compréhension de ce que c'est que notre corps est fait d'eau, que l'importance de l'eau, de la qualité de l'eau dans notre vécu au quotidien, plus je comprends l'homéopathie et plus je comprends l'intérêt d'utiliser des tisanes et non pas des gélules. Parce qu'effectivement, notre phytothérapie européenne aujourd'hui, elle est beaucoup sous forme de gélules. Or, les Indiens en Amazonie, en Afrique, tout le monde utilise ce qu'on appelle des chas, c'est-à-dire finalement des thés ou des soupes, du liquide. Pourquoi? Parce que l'eau a cette potentialité de décupler les vertus médicinales. Et ça, il faut vraiment insister là-dessus. L'eau, la tisane, l'homéopathie sont finalement pour moi les médecines de demain, et c'est un petit peu dans cet objectif-là que je vais, parce que on va garder un petit peu de temps pour les questions, si vous voulez. Moi, je voulais finir finalement sur ce que nous disait le professeur Luc Montagnier toutes ces années. Il nous disait finalement la médecine de demain, il faut qu'elle soit préventive, personnalisée, participative et prédictive. Et à partir du moment où vous avez ces quatre possibilités-là, vous avez un peu le résumé de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on vous a exposé. Et ça, cette médecine-là, elle est possible. Il faut vraiment l'aider à la faire émerger et à l'ancrer, si vous voulez, dans, je pense, moi, les structures, l'hôpital de demain. Je pense que c'est des petites unités où on pourra utiliser toute cette médecine intégrative qui, finalement, aujourd'hui, a ses lettres de noblesse en Suisse, puisque maintenant nous avons 2 chaires de médecine intégrative, une à Lausanne et une à Zurich, où nous avons effectivement énormément de médecins, de thérapeutes qui sont quelque part vraiment dans une dynamique, que ce soit à l'hôpital ou dans des centres privés, de développer cette capacité de partager toutes ces médecines, de faire en sorte que le patient soit au centre de la préoccupation thérapeutique, avec des thérapeutes qui sont ouverts à ce que les uns et les autres font.
Il y a eu une étude récente qui a été faite où 75% des gens interrogés ont demandé qu'effectivement étaient pour cette médecine intégrative avec la possibilité que le médecin coordonne les soins, ce qui pour moi est effectivement le but. Mais alors, comment faire si les médecins ne sont pas ouverts, ne sont pas informés quelque part à ces possibilités thérapeutiques, je dirais, multiples, variées, différentes de ce qu'on leur a enseigné en faculté. Donc pour moi, c'est très essentiel de partir vers la possibilité de créer une université centrée sur la médecine intégrative, sur tous ces savoirs, sur toutes ces possibilités thérapeutiques, un peu comme les peintres ont avec différentes couleurs et différentes possibilités, pour pouvoir coordonner ces soins de façon, je dirais, optimale, de façon harmonieuse. Ce n'est pas possible. Si vous voulez, moi, quand j'ai fait mes études de médecine, quand j'ai dit à mon chef de service qui m'interrogeait, qui me disait « Oh, Béatrice, vous préparez l'internat ?» Je dis « Ben non, finalement, je préfère faire de la médecine chinoise. » J'ai cru qu'il s'évanouissait. Il m'a dit « Mais c'est une médecine de charlatan, vous n'y pensez pas. » Je lui ai dit « Mais attendez, est-ce que vous avez déjà essayé une seule fois dans votre vie l'acupuncture ?» Non. Moi, je dis « Comment vous pouvez oser en parler? Comment pouvez-vous oser me dire que c'est une médecine de charlatan? Vous ne l'avez même pas essayé. » Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est que énormément de médecins ont d'excellentes capacités thérapeutiques, mais si on leur demande de coordonner des soins en médecine intégrative, eh bien, ma foi, ils seront dans l'incapacité de le faire. Or, c'est le souhait d'une population informée et qui a cette envie de passer à autre chose. Et ils en ont absolument le droit, et nous devons nous mettre en capacité de créer la possibilité d'enseigner. Et donc l'idée, c'est de faire cette université avec un tronc commun ouvert à tous les thérapeutes, médecins, mais tous les thérapeutes qui le souhaiteront, pour se former aux différentes médecines. Alors bien sûr, c'est une ouverture sur ces différentes médecines. On ne va pas apprendre l'homéopathie en 48 heures chrono, mais au moins que le médecin sache que cette possibilité thérapeutique existe et qu'elle est à la disposition avec tel thérapeute, tel médecin qui connaît, qui pratique, qui a reçu cette formation. Et bien sûr, si le médecin lui-même se dit « Ah bah tiens, c'est dommage, l'homéopathie, ça m'aurait vraiment intéressé », bah, donner la possibilité de faire des cours en ligne. Ça existe déjà, de toute façon, dans le domaine de l'homéopathie, c'est pas ça qui manque. Donc la possibilité d'ouvrir les potentiels d'enseignement. Et j'ai envie de dire aujourd'hui même, moi ce qui me choque, en particulier en France, c'est la disparition de la médecine, puisqu'énormément de médecins ont été suspendus d'exercice suite à leur position contre le vaccin, ou par exemple qui ont prescrit de l'ivermectine ou du Zithromax, traitement qui était extrêmement intéressant. Et donc, ces médecins-là manquent à l'appel aujourd'hui. Ils ne sont plus là. Donc, pour moi, c'est extrêmement important. Je dirais, on se retrouve presque comme à l'époque de Mao Tse-tung, qui, effectivement, avec la révolution culturelle, avait fait fuir ou disparaître tous les médecins qualifiés. Et du coup, on se retrouve avec la nécessité absolue de former des médecins. Et j'ai envie de dire, pour moi, la chose la plus importante, après toutes ces années d'exercice professionnel, en 35 ans d'exercice, on en parlait encore ce matin, ma joie, c'est d'avoir traité des patients qui avaient le sida et qui, quelque part après, ont fait des écoles de naturopathie, qui se sont formés. Je parlais de Jean-Pierre Aoun, qui a fait le film que nous allons voir en fin de journée, qui n'était pas médecin, qui était psychologue, qui s'intéressait au film, donc il a fait un film avec moi donc, sur l'homéopathie. Et après les heures et les heures de discussion que nous avons eues, il m'a appelé un jour en me disant « Je me suis inscrit en médecine, je fais mes études de médecine à 33 ans,
il les a démarrés, il est sorti second. Donc pour vous dire que quand les gens ont la passion de faire quelque chose, ils le peuvent. D'accord? Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, j'adore cette phrase de Naomi Redman qui a écrit un magnifique livre qui malheureusement n'a pas été traduit en français, qui s'appelle The Human Patient. Et Naomi Redman, dans la préface de ce livre, disait « La plus grande révolution que l'humanité connaîtra, c'est celle qui aura lieu, ce sera quand chaque humain sur cette planète aura compris comment son corps fonctionne et toutes ses capacités qu'il a de guérison. » Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel de pouvoir mettre maintenant à disposition tous les savoirs possibles pour que cette humanité en souffrance, qui traverse la pire période, je pense, qu'elle ait subie, parce que là, au point de vue histoire, je ne pense pas qu'à l'échelle d'une planète, on ait subi un tel dommage au niveau de la population mondiale. C'est une importance capitale que chaque être humain sur cette planète puisse avoir accès à la santé et aux capacités de guérison qui sont aujourd'hui disponibles sur cette planète. Merci.